What is up, family? We have another Patreon request. It looks like we are going to continue our story of history. We have the how did Rome become an empire against Mark Antoine? I don't know. I think the last time we left off, they killed Caesar. And that was the end. All of our Caesar videos, they all ended. Nous sommes à Rome, le 15 mars 144. Alors que César vient d'être nommé dictateur par le Sénat, What? Oh, it must be doing a recap. La ville de Rome est à la fête. Partout, en effet, le conquérant des Gaules organise des jeux, organise des célébrations, distribue du pain, de la nourriture et de l'argent. Tout puissant face aux sénateurs, il en profite pour réformer le droit et la justice. Sauf qu'à force de s'accaparer tous les pouvoirs, ses opposants craignent un rétablissement de la royauté et lui tentent un piège. Ah, yeah, okay, yeah. It wasn't, okay, wait. 23 coups de poignard, 23 coups mortels. Le dernier est donné par Brutus, en qui César avait pourtant confiance. « Toi aussi mon fils » lui dira-t-il en grec, avant de s'écrouler et d'agoniser sur le sol. Seulement, mettre fin au jour du dictateur n'est pas sans conséquence pour les conjurateurs. Ces derniers, persuadés d'avoir sauvé Rome de la tyrannie, prennent le nom de Liberatores, soit libérateur en français. Malheureusement pour eux, la foule réclame la mise à mort des Liberatores, et le monde romain s'apprête à retomber, encore une fois, dans la guerre civile. Voilà. Ça recommence. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Oh yeah, NordVPN is very important. Back in those days, if you didn't want to get caught or stabbed, what you did was you put up a VPN and nobody knew where you were. You understand? So they thought you were in like Rome, but you were really like in Egypt. You know what I'm saying? It was really good shit. So yeah, we're gonna like oh, ben tu vois, ça va très vite. Le saviez-vous? La cryptographie n'est pas une pratique récente. Elle est utilisée sur les champs de bataille depuis l'Antiquité et notamment par les armées romaines. Lors de la guerre des Gaules, par exemple, alors que César divise son armée en deux pour mater la rébellion de Vercingétorix, il prend la route de Gergovie et laisse son bras droit, Labienus, prendre le chemin de Lutèce. Seulement, pour assurer la communication entre les deux groupes, les messagers romains doivent emprunter des routes dangereuses et semer d'embûches. Mais heureusement pour le conquérant, chaque message de Jules César était crypté grâce à une méthode simple. Chaque lettre était en effet décalée de 3 caractères dans l'alphabet, si bien que le texte devenait incompréhensible. Aujourd'hui, avec NordVPN, vos données sont cryptées par des technologies de pointe. Fini le NordVPN. Sneaky. Céder à leur catalogue. Sneaky. Lorsque César est assassiné, le 15 mars 44, la ville de Rome est sous le choc. Ouais. L'ancien proconsul était tellement aimé, tellement célébré, tellement populaire que personne n'imaginait un seul instant qu'il puisse disparaître d'un jour à l'autre. Ouais. Puis après le choc vient la colère, la fureur, la rage. La foule finit par réclamer vengeance contre les meurtriers de son champion. Ouais. En l'absence de dictateur, c'est son fidèle lieutenant Marc-Antoine qui prend le relais de son pouvoir. Ce dernier est alors consul de la République. Il est âgé de 39 ans. Il est maître de cavalerie et c'est un vétéran de la guerre des Gaules. Maître de Rome, il négocie une sortie de crise rapide avec les Liberatores. En l'échange de la vie sauve, de la fin de la dictature et du rétablissement de la République, les conjurés promettent de maintenir l'héritage politique du défunt. Tout ce que César a fait pour les Romains, comme les réformes de la justice, les réformes de la religion, les réformes de l'économie, réformes qui vont souvent à l'encontre des intérêts de l'aristocratie, tous ces progrès doivent être maintenus en l'état. Les citoyens seraient donc toujours furieux d'avoir perdu leur champion, mais seraient reconnaissants envers Marc-Antoine pour les avoir défendus. N'ayant pas d'autre choix, les Liberatores, emmenés par Brutus, acceptent l'offre de Marc-Antoine. Seulement, comme tout bon Romain vieillissant, César a écrit son testament et le texte réserve quelques surprises aux Romains. En effet, le défunt énonce clairement que son héritier n'est ni Marc-Antoine,
ni le fils qu'il a eu avec Cléopâtre, mais Octavius, un jeune homme que nous avions rencontré dans l'épisode précédent. Ce dernier est le petit-neveu de César. Il n'a que 19 ans et n'a même pas fini ses classes militaires. Par contre, malgré son manque d'expérience et son jeune âge, il a toujours fait preuve d'un grand courage sur le champ de bataille. C'est cette abnégation et cette fidélité à son grand-oncle qui lui a valu l'admiration de César. Ce dernier en fait donc son fils adoptif et lui lègue la presque entièreté de sa fortune. Sa fortune, c'est-à-dire des sommes absolument colossales qui font d'Octavius l'homme le plus riche de Rome. Jesus. De plus, il reçoit les respects de tous les vétérans de l'armée qui sont prêts à se battre pour lui. Devenu extrêmement gênant pour Marc-Antoine et les Liberatores, la position d'Octavius se renforce quand vers le mois de mai 44, une comète apparaît dans le ciel. L'astre, qui reste visible pendant 7 jours et 7 nuits, est une preuve aux yeux de tous les Romains que César est devenu un dieu. Il faut donc respecter son testament divin et rendre hommage à son fils adoptif Octavius. Forcément, les sénateurs voient le danger venir et refusent de ratifier les volontés du défunt. Le jeune homme obtient donc de l'argent, mais pas la filiation. De son côté, Marc-Antoine, qui est déçu d'avoir été écarté de l'héritage, essaie de pousser ses pions, ce qui conduit à une dispute avec Brutus. Ce dernier l'accuse de trahir ses engagements, il s'enfuit alors en Grèce et appelle à lui les provinces d'Orient. En réaction, Marc-Antoine réagit de façon similaire. Il nomme ses amis fidèles dans les provinces d'Occident, comme la Gaule, l'Afrique ou l'Hispanie. Mais manque de chance, le proconsul de la Cisalpine refuse de se soumettre et passe dans le camp de Brutus. Sans tarder, Marc-Antoine lève alors des troupes et se porte à sa rencontre. Au cours de cet épisode, qu'on appelle la guerre civile de Modène, Cléopâtre, qui se retrouve isolée, s'enfuit de la capitale et regagne l'Égypte avec son fils. Octavius, quant à lui, rallie les vétérans de César et se constitue une armée privée. La situation devenant complètement folle, Cicéron, qui est de retour sur la scène, tente un coup de maître au Sénat. Il déclare que Marc-Antoine est un ennemi du peuple, qu'il faut donner des légions à Octavius et lui demander de marcher contre le premier. Ainsi, le Sénat se donnerait du temps pour reprendre le contrôle des événements. Vers le mois d'avril 43, Octavius accepte l'offre et affronte Marc-Antoine à la bataille du Forum Gallorum. L'ancien maître de cavalerie fuit alors en Gaule, mais loin d'être détruit, il reçoit le soutien des tribus gauloises qui se rallient à lui. Octavius pourrait le poursuivre, mais il demande avant tout de la reconnaissance pour sa victoire. Avant de poursuivre son ennemi, il veut triompher dans les rues de Rome, à l'image de son père adoptif, ou devenir consul de la République. Néanmoins, le Sénat lui rétorque qu'il est beaucoup trop jeune et qu'il doit obéissance à ses aînés. C'était mal connaître le caractère d'Octavius qui, en tant que fils adoptif d'un héros élevé au rang de dieu, ne tolère pas qu'on lui parle de la sorte. Après une rencontre avec Marc-Antoine, qui promet de rester sur ses positions, Octavius fait volte-face et attaque la capitale. Après l'assaut sur Rome, le Sénat est obligé d'accepter les revendications du jeune homme, ce qui renforce la position des Liberatores. Marcus Brutus menace le nouveau maître d'une guerre civile. Ce dernier, pragmatique, se réconcilie alors avec Marc-Antoine. Les deux hommes enterrent donc la hache de guerre et se rencontrent à Bologne. Le principe est simple, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Les deux anciens favoris de César s'entendent avec le général Lépide pour former le second triumvirat, qui leur donne tous les pouvoirs en Occident. Le jeune Octavius reçoit l'Afrique, Marc-Antoine la Gaule et la Cisalpine, Lépide reçoit la Narbonnaise et l'Hispanie. Quant à la péninsule italienne, elle reste partagée entre les trois hommes. Pour conclure, les triumvirs font lever 28 légions et proclament une nouvelle loi, qu'on appelle la Lex Titia. Le texte déclare que les assassins de César doivent périr jusqu'au dernier, ce qui contraint le Sénat et Marcus Brutus à se défendre. 19 légions sont levées dans les provinces d'Orient, et le monde romain se prépare à nouveau pour la guerre. It's just war after war after war after war after war, and when you're done, war. Ça n'arrête jamais. Pendant l'hiver -42, l'impérium de la République romaine,
c'est-à-dire l'ensemble des territoires sous sa domination, connaît une répression politique sans précédent. Dans sa partie occidentale en effet, les triumvirs Marc-Antoine, Octavius et Lépide mettent à mort leurs opposants. Dans cet épisode sanglant, qu'on appelle la proscription, Cicéron, qui avait critiqué le vétéran des Gaules, est capturé par ses soldats. Marc-Antoine lui fait alors trancher les mains, puis lui fait couper la tête. La terreur s'empare donc de la capitale et les ennemis de l'État sont réduits au silence. But that'll explain to the Senate that we're in charge here, not you. En réaction, au printemps -42, les Liberatores préparent la contre-offensive. Ils n'ont peut-être pas l'avantage du nombre, mais ils ont à disposition une véritable flotte. Marcus Brutus peut ainsi lancer des raids et se ravitailler en n'importe quel endroit, ce qui contraint Octave et Marc-Antoine à réagir. Les deux se portent alors en direction de la Grèce, où les républicains ont rassemblé leurs forces afin d'engager la bataille tant qu'ils sont en supériorité numérique. Ainsi, pendant la campagne de Pérouse, l'armée des Liberatores peut compter sur son armada pour la soutenir par voie de mer. De leur côté, les triumvirs font une course contre la montre. Ils veulent s'emparer du défilé des Corpiles avant Brutus. Confiants, ils détachent alors une avant-garde pour occuper le passage, l'objectif étant de lui barrer la route avant de le contourner par derrière. Seulement, la manœuvre échoue bêtement quand le républicain, grâce au soutien local, se fraye un chemin par les montagnes. Il débarque alors tout à coup sur la route des triumvirs, non loin de Philippi, réduisant par ce mouvement l'avantage numérique de son adversaire. En effet, Marc-Antoine et Octavius n'ont pas eu le temps de rappeler leur avant-garde, qui sera donc absente de la bataille. Profitant de l'effet de surprise, Brutus s'établit avec 8 légions sur une colline, tandis que Cassius, l'un de ses généraux, prend appui sur un plateau flanqué par des marais. De leur côté, Marc-Antoine et Octavius construisent des camps sur la plaine. Fidèle aux leçons de son ancien maître, le vétéran des Gaules engage de gigantesques travaux de construction. Son objectif, puisque les Liberatores sont installés en hauteur et protégés par des marais, Marc-Antoine fait construire un terre-plein à travers les points d'eau. Autrement dit, il se construit une véritable route sur un terrain jugé impraticable, ce qui lui permet de prendre son ennemi en tenaille. Profitant de sa supériorité numérique, il perce les défenses de Cassius, s'empare de son camp et le met en déroute. Problème, alors qu'il faisait des miracles, Marc-Antoine apprend qu'Octave s'est laissé surprendre par Brutus. L'assaut du célèbre assassin de César n'a pu être repoussé et le fils adoptif de l'ancien dictateur a bien failli rester. À cause de son échec, le vétéran des Gaules est contraint de revenir sur ses positions et tout est à recommencer. Pendant les 3 semaines qui suivent le premier engagement, la ligne de front se modifie quelque peu. Brutus réunit ses légions sur la colline près des marais. Les triumvirs font la jonction de leurs forces pour avoir un avantage numérique très important. Néanmoins, la flotte des Liberatores organise des raids derrière les lignes, ce qui bloque l'approvisionnement des triumvirs. D'un seul coup, le surnombre d'Octavius et Marc-Antoine devient un problème, car tout le monde commence à mourir de faim. Brutus, qui sait que le temps joue pour lui, se barricade sur sa colline. Les triumvirs, de leur côté, jouent le tout pour le tout et attaquent en masse. Les pertes sont immenses pour Octavius et Marc-Antoine, mais l'avantage numérique finit par leur donner raison. Brutus doit céder sous la pression, puis finit par se suicider quand tout espoir est perdu. Après la bataille de Philippe, l'Orient se soumet peu à peu à sa nouvelle autorité. En -40, la paix de Brindisium est conclue, Marc-Antoine devient maître de l'Orient, Octave maître de l'Occident, quand Lépide est autorisé à garder l'Afrique. L'Italie reste toujours neutre, mais la République est bel et bien morte. Les triumvirs nomment désormais les magistrats, décident des niveaux d'impôts et peuvent lever des armées sur leurs territoires respectifs. Le Sénat existe toujours, mais fait bel et bien de la figuration. Pour s'assurer de la paix entre les parties, la sœur d'Octave est mariée à Marc-Antoine. Les 2 hommes mènent alors chacun leur gouvernement, mais la situation se dégrade rapidement pour le vétéran des Gaules. En effet, à partir de -37, celui-ci est en difficulté contre les Parthes et ne doit son salut que grâce au soutien de Cléopâtre qui lui vient en aide. Octavius, quant à lui, vient à bout des Siciliens plus facilement. Mieux,
Quand le triumvirat Lépide réclame que l'île passe sous son commandement, le fils adoptif de César le suspend pour rébellion. Il l'écarte alors de la vie politique, s'empare de l'Afrique pour son propre compte avant d'impressionner le peuple par de nouvelles victoires en Illyrie. En -33, alors que Marc-Antoine sort affaibli de son conflit contre les Parthes, la popularité d'Octavius atteint son maximum. Par la suite, Rome apprend que Marc-Antoine est tombé amoureux de Cléopâtre. Ensemble, le couple a 2 enfants et ces derniers sont donc les héritiers du général romain. En bon calculateur, Octavius accuse son homologue d'avoir trahi ses engagements. D'abord parce qu'il est marié à sa sœur et qu'il l'a trompé avec la reine d'Égypte. Ensuite, parce que le charme de Cléopâtre aurait mis la partie orientale de Rome sous l'influence de l'étranger. Accusant Marc-Antoine d'être manipulé, le fils adoptif du défunt dictateur se présente donc comme le défenseur de l'intégrité romaine. Il se crée ainsi une justification pour repartir en guerre et devenir le maître absolu de l'impérium romain. Pendant l'hiver de l'année -32, Octavius veut entrer en guerre contre Marc-Antoine pour la suprématie du monde romain. Il dispose alors de 40 légions, soit 200 000 hommes, ainsi qu'une flotte de 260 navires. Surtout, il est extrêmement populaire auprès du peuple et de l'armée, le jeune homme sachant parfaitement entretenir l'héritage légendaire de son père adoptif. De son côté, Marc-Antoine est à Alexandrie, dans le palais de Cléopâtre. L'alliance avec la reine égyptienne lui offre en effet de grandes ressources en hommes, en équipement et en argent. Il a 40 légions à sa disposition, 240 navires de guerre romains et 60 navires égyptiens. Cependant, s'il dispose d'une supériorité maritime, ses bases politiques sont un peu moins stables que celles de son concurrent. En effet, là où Octavius dispose d'un commandement absolu et d'une popularité à toute épreuve, Marc-Antoine doit gouverner avec la reine d'Égypte, qui compte bien restaurer la puissance de son pays. De plus, la présence de Césarion, le fils biologique de son ancien maître César, rend son héritage très incertain. Néanmoins, une victoire contre Octavius, qui reste relativement inexpérimenté sur le terrain militaire, effacerait les doutes. Il compte alors réunir ses légions en Grèce, près de la cité d'Axium, avant de les embarquer avec la flotte égyptienne vers l'Italie. De l'autre côté, Octavius anticipe et ne se laisse pas surprendre. Sur les bons conseils du général Agrippa, sa stratégie consiste à accepter la supériorité navale de Marc-Antoine, mais à couper ses communications et son ravitaillement. En effet, puisque l'ennemi réunit ses troupes en Grèce, région qui n'est pas autosuffisante en nourriture, il est forcément dépendant de l'apport de vivres par voie maritime. Les convois des Antonins arrivent soit depuis l'Égypte, soit depuis l'Asie, via l'isthme de Corinthe. Axium étant entouré par les montagnes, les troupes de Marc-Antoine viendraient à mourir de faim si ces lignes d'approvisionnement sont coupées. Forcément, c'est exactement ce qu'Agrippa s'empresse de faire. Il attaque les îles Corfou, la ville de Métonie et l'isthme de Corinthe, puis il déclenche des opérations de piraterie sur les convois de nourriture. La flotte de Marc-Antoine étant pensée pour le choc et non pour la guerre de course, elle est en difficulté contre les navires plus petits, mais plus rapides, du général Agrippa. Résultat, les Octaviens finissent par isoler les Antonins qui commencent à mourir de faim. Ensuite, vers la fin du mois d'août, alors que de violents orages s'abattent sur la région, Agrippa resserre son étreinte par un blocus maritime du golfe d'Axium. Ces 260 navires de guerre sont disposés en arc de cercle autour de la baie, puis l'armée d'Octave arrive par le nord pour interdire toute retraite vers la Macédoine, la seule région fertile à des kilomètres à la ronde. Avec le mauvais temps et la chaleur de l'été, les Antonins souffrent non seulement de la faim, mais aussi de la soif et de la maladie. Ne pouvant rester sans rien faire, Marc-Antoine espère le retour du beau temps, mais il faut attendre jusqu'au 2 septembre pour avoir une météo favorable. À bout de force, il tente alors le tout pour le tout et fait une sortie avec ses 300 navires. Sa flotte est divisée en deux, les navires romains en première ligne pour engager le choc, les navires égyptiens en deuxième ligne pour intervenir sur un point faible afin de créer la brèche.
Pendant plus de 3 heures, les deux camps s'affrontent dans un combat fratricide et sans pitié. Agrippa cherche à envelopper la flotte de Marc-Antoine en la débordant sur les côtés. Ce dernier cherche à faire une percée sur le centre grâce au renfort de Cléopâtre qui se jette à corps perdu dans la bataille. Cependant, avec des effectifs décimés par les maladies, les Antonins sont trop faibles pour venir à bout des Octaviens et se font couler les uns après les autres. La ligne d'Agrippa reste solide et inébranlable. Seuls les navires amiraux de la Reine et de Marc-Antoine, ainsi qu'une poignée de leurs vaisseaux, parviennent à s'échapper vers le sud. Après la bataille d'Actium, les légions de Marc-Antoine font défection et se rendent à Octavius. Ce dernier peut donc s'emparer de la Grèce, de l'Asie et de la Crète. Il contraint les Antonins à la retraite jusqu'en Égypte. Seulement, vers le mois de juillet-30, le vainqueur, bien décidé à en finir, déclenche l'invasion du royaume de Cléopâtre. Wow. Il s'empare alors du pays, qui Il a des couilles, celui-là. n'a plus de flotte ou d'armée pour se défendre et encercle facilement la capitale. Sachant que tout espoir est perdu, Marc-Antoine se suicide, suivi par Cléopâtre qui est dévastée par le chagrin. Octavius fait donc de l'Égypte une province romaine et envoie ses cavaliers dans tout le pays pour occuper les routes, les ports et les garnisons. He's definitely the next Caesar. Son objectif ? Trouver et capturer le fils biologique de César qui est annoncé en fuite vers les Indes. Une fois débusqué et ramené à Alexandrie, le jeune Césarion, qui n'a que 17 ans, se fait exécuter par Octavius. Don't bullshit around back in these days. De cette façon, plus rien, ni personne, ne se pose entre lui et le pouvoir suprême. Et voilà. Et voilà. All about money and power. Thank God it's not like that no more today. Wait a minute. It is like that today. Never mind. Après l'invasion de l'Égypte, Octavius n'a plus d'ennemis déclarés au sein de l'Imperium. For now. Maintenant qu'il a les mains libres, il retourne à Rome pour organiser un pouvoir personnel. D'abord, il célèbre 3 jours de triomphe durant l'été -29 pour galvaniser les foules autour de lui. Mais un homme prudent et intelligent, il sait ce qu'il arrive à ceux qui gardent le pouvoir contre l'avis des sénateurs. Même s'il a le soutien du peuple, il s'agit pour Octavius de rendre son règne acceptable aux yeux Don't trust nobody. de la classe dirigeante. Dans la série sur la guerre des Gaules, nous avions décrit comment fonctionnaient les institutions de la République romaine. Pour rappel, le Sénat représente les intérêts du patriciat, c'est-à-dire de la noblesse, quand les citoyens s'assemblent au comices pour élire des tribuns et des consuls. Les tribuns proposent des lois ou peuvent y mettre leur veto, quand les 2 consuls la proclament et la font appliquer. L'armée, de son côté, est une organisation indépendante recrutée auprès de citoyens volontaires ou désignés. Le pouvoir de la commander, qu'on appelle imperium, est donné par le Sénat aux généraux qui le méritent. Ces derniers prennent alors le nom d'impérator, mais restent en dessous des sénateurs qui s'assurent que les lois proposées, écrites et proclamées, soient alignées avec leurs intérêts. Maintenant, lorsque César a remporté la guerre civile en -45, le régime est passé dans la dictature. Cette procédure, qui est tout à fait normale chez les Romains, consiste pour le Sénat à nommer un dictateur pour seulement 6 mois. Le dictateur assume alors le rôle de consul, sans contre-pouvoir, mais avec une limite dans le temps. Il peut également nommer les magistrats, les préteurs, c'est-à-dire les juges, les édiles, l'équivalent des maires ou des préfets, ou les questeurs, l'équivalent des comptables, lui doivent tous obéissance. Ce qui a changé avec le conquérant des Gaules, c'est que grâce au soutien populaire exprimé par les comices, la dictature est passée à vie, reléguant les sénateurs au rôle de simples figurants. At least some change was made. Maintenant, si Octavius veut conserver ce lien sacré entre le peuple et son pouvoir, il veut aussi rendre sa position pérenne. Il s'agit donc de trouver un compromis avec la classe dirigeante qui reste attachée à la République. Pragmatique, le jeune homme annonce vouloir rétablir les institutions républicaines. By the way, if anybody would have learned their lesson, I wouldn't show up here alone. Ever again. After what they did to Caesar, I wouldn't show up here alone. I would never trust any of these senators. I would have came here with total backup. Which maybe he did that. Mais en y apportant quelques modifications. Ouais.
En l'an -27 avant Jésus-Christ, le nouveau système politique prôné par Octavius prend la forme suivante. Comme il l'avait promis, les plus riches peuvent toujours être représentés par le Sénat qui reste en place. Pour y siéger, il faut d'abord avoir été magistrat, c'est-à-dire questeur, édile, prêteur ou consul. De la même façon, la plèbe, c'est-à-dire les pauvres et les classes moyennes, peut toujours se rassembler dans les comices. De son vote découle même l'élection des tribuns et des propositions de candidats au poste de magistrature. Maintenant, ce qui change en profondeur, c'est l'importance des rôles. Car au-dessus du Sénat, au-dessus des tribuns, au-dessus des magistrats se trouve désormais un homme. Octavius, qui prend désormais le nom d'Augustus, est le premier de tous les citoyens romains. Augustus, qui signifie l'homme le plus illustre, devient le prince du Sénat, ou princeps senatus, un titre qui lui permet de prendre la parole en premier quand il se rend dans l'assemblée. La superstition romaine voulant que les premiers à prendre la parole sont toujours ceux qui ont raison, le prince du Sénat a donc une influence inégalée sur les autres. Ensuite, si les tribuns sont toujours élus par le peuple, le droit de proposer ou d'empêcher une loi ne peut se faire sans l'aval du princeps. Et puis de toute façon, Augustus dispose aussi de l'imperium qui lui donne le contrôle absolu sur les armées. En tant que descendant du conquérant des Gaules, qui a été élevé au rang de dieu, la fidélité des soldats envers sa personne est naturelle chez les Romains. Augustus n'est pas divin, mais il est officiellement d'origine divine. Une notion qui justifie que le princeps ait un contrôle total sur la nomination des magistrats. Ainsi, grâce au poids de la superstition et grâce au poids des victoires militaires, Augustus réussit sûrement là où son père adoptif avait échoué. Faire semblant de respecter la classe dirigeante, faire semblant de laisser au peuple un libre arbitre, organiser un simulacre de république qu'on appelle le principat. Pour autant, contrairement à une croyance largement répandue, Augustus n'a pas le titre officiel d'empereur, qui est une appellation plus moderne. Précisément, il est impérator Caesar Divi Filius, ou chef des armées, fils du divin César. Pour conclure, les territoires sous sa domination sont dirigés par des gouverneurs. Au sein de cet immense réseau de provinces, qui prend le nom d'Empire romain, le droit, les institutions et la culture gréco-romaine sont diffusés partout. L'occasion pour nous de revenir en Gaule pour étudier l'impact de ces transformations sur les populations et de découvrir comment les Gaulois celtes sont devenus gallo-romains. Merci à notre sponsor NordVPN pour avoir soutenu cet épisode. Retrouvez leur catalogue en cliquant sur le lien juste pour surfer sur Internet. Another one to watch as well. We have another one to watch as well, and that's a wrap. I mean, Octave, let's call him Octave. Octave basically is the new Caesar. You got Mark Antoine and Cleopatra basically off themselves. And I guess it's all because of Octave that we have a new empire in Rome. And hopefully he's smart enough. He does seem like he's smart enough to understand what to do, what to get around, where Caesar actually failed at realizing that, sometimes your closest friends are your biggest enemies. And hopefully Octave keeps that in mind of what happened to Caesar. I don't know what's going to happen next, people. I don't know what's going to happen next. It's just incredible, the amount of wars and the amount of death and the amount of, back in these days, it still blows my mind. It's just every other week or month or 3 months, 6 months, a year. It's just constant battle, killing, hundreds of thousands of people dying, just dying. But I guess you have no choice because you have to fight, or you lay down your weapons and let somebody control everything. And they must have realized, listen, so when everybody loves somebody like Caesar, all the people love them, and the senators, Congress or politicians, whatever you want to call them, government, go ahead and kill them. What did they think would happen? Did they all think like everybody's going to be like, oh, that's a shame. It's okay. It's all right. Let's just move on. No, they're furious. And they probably didn't even realize it. They would all jump on Octave's side in a minute.
But man, he played them, huh? He played Antoine. He played Cleopatra. He played them all. And now look at him. But now we'll see what happens next. That's what's cool about these stories. They just keep evolving. And voila. I don't know what the next one's called, but I did see it somewhere in the request. So we'll check it out. We'll see what the next one's about. Take care. Peace out. À la prochaine.